Bonjour à tous, bienvenue dans En roue libre. Ravi de vous retrouver cette semaine. Laurence n'est pas là cette semaine, promis, elle est là la semaine prochaine. On va essayer d'assurer l'intérim avec la petite équipe. Salut Jade. Salut. Salut Aurélie. Salut Pierre. Aurélie, première fois que vous la voyez ici, mais vous l'avez déjà vue dans l'émission. C'est la secrétaire générale de 40 millions d'automobilistes. Elle nous donnera la voix de la vérité sur tous les sujets qui concernent votre vie d'automobiliste. Alors on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On a la chance d'avoir une invitée exceptionnelle. C'est la présidente déléguée de l'Axiam. L'Axiam, c'est le réseau d'importateurs des véhicules étrangers, toutes les marques. Pour faire simple, on a Madame Auto qui sera ici parmi nous. Vous restez bien avec nous. La voiture de Gabin va évidemment tomber en panne. On va avoir des choses qui nous gonflent avec Aurélie, une petite sortie de piste dans quelques instants. Jade nous emmènera un petit peu en vadrouille, une vadrouille assez spéciale, avec un truc totalement hallucinant dans la capitale. Bref, vous restez bien avec nous, parce que croyez-moi, cette émission, vous allez vous en souvenir tout de suite, c'est l'actu dans le rétro. Et l'information de la semaine, c'est le baromètre AXA Prévention qui est tombé. Jade, qu'est-ce que tu as retenu de ce baromètre? Le chiffre fort, c'est que 80% des Français utilisent leur téléphone au volant. C'est quand même énorme. Bon, on va pas lancer, on va pas jouer au donneur de leçons. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de l'utiliser? De tapoter dessus, oui, de le prendre à la main une fois et je me suis fait choper. C'est pas vrai. Ah si. 135 €, les points sur le permis. 3 points en moins. Voilà, donc tu connais bien la sanction. Ah oui. Aurélie, ça t'arrive? Ça m'arrive, je suis un peu comme tout le monde. J'essaie d'éviter, mais ça m'arrive. Ouais, vous voyez, on essaie de pas jouer les donneurs de leçons. Moi aussi, ça m'arrive. On sait tous que c'est pas bien. 80%, 4 Français sur 5 qui avouent qu'ils l'utilisent. Exactement. Le reste, c'est des menteurs, c'est ça? Ah je pense. Je pense que c'est arrivé à tout le monde, sauf que c'est extrêmement dangereux sur la route. C'est ça. Utiliser son téléphone augmente de 60% le temps de réaction, c'est quand même énorme. Ouais. Et ils ont fait aussi une étude AXA Prévention où 27 conducteurs étaient sur un simulateur, ils recevaient des notifications, les 27 regardaient les notifications. Ouais, et puis, ah oui, c'est ça, c'est quand la notification tombe, de toute façon, l'œil est attiré vers l'appareil. Exactement, on a fait le test aussi, nous. Oui, on a fait ce test, et puis vous verrez, on en parlera bientôt dans En roue libre. On a fait une opération spéciale somnolence au volant, avec des résultats sur simulateur à tomber par terre. D'ailleurs, vous rigolerez bien, vous verrez qu'il y en a une, mais je dis pas qui c'est, je dis pas qui c'est, qui dort quasiment tout le temps au volant. C'est-à-dire au bout de 6 heures, il n'y a plus personne. Jade est fait dodo. Et je suis pas la seule. Oui, mais bon, on va pas parler de l'autre. C'est bon. Allez, on bascule côté périphérique avec toi, Aurélie. C'est l'actu de la semaine. Ce périphérique avec du rififi autour du périph'. D'un côté, un ministre qui essaye de se dépatouiller, la mairie de Paris qui veut pas lâcher. Et au final, un périphérique qui va passer, quoi qu'il arrive, à 50 km/h. Et oui, ça y est, c'est déjà le cas. Depuis le 1er octobre, la 3e baisse consécutive de la limitation de vitesse est intervenue sur le boulevard périphérique. On est maintenant à 50 km/h au lieu de 70. Ouais, ça fait mal, c'est pas facile. Et donc il est en partie à 50 km/h et il le sera totalement à compter du 10 octobre. Alors, ce qui va changer aussi avec ce périph' à 50, Aurélie, c'est que le montant de l'amende n'est plus le même en cas de petit excès de vitesse. Avant, c'était 68 € parce que la limitation était à 70. Mais là, ça va passer à combien l'amende? Eh bien oui, parce qu'on passe sur une tranche différente, sur une classe d'infraction différente. Donc, on n'est plus à 68 € forfaitaire, on est à 135 €. Oh. Ça commence à faire mal. Ouais, 1/10 du SMIC, c'est pas mal. Vous roulez 6 km/h au-dessus, boum, 135 €, et puis un point sur le permis de conduire. Est-ce qu'on a une chance quand même? Est-ce qu'on imagine des choses pour qu'on puisse rattraper le coup sur le périphérique parisien? Il y a quand même quasiment toute la France qui passe au moins de temps en temps sur ce périph'. Ben oui, 1 100 000 usagers par jour, c'est énorme. Et la maire de Paris a décidé toute seule et sans même l'ombre d'une étude d'impact. Alors évidemment, à 40 millions d'automobilistes, on ne pouvait pas accepter ça, ça nous semblait complètement improbable. Donc on a pris la décision de créer le premier comité indépendant d'évaluation des 50 km/h sur le périphérique. Oui, le but c'est quoi? C'est de produire des études? Le but c'est de faire ce que ne fait pas la mairie de Paris, donc effectivement de produire des études d'impact pour estimer l'intérêt de la nouvelle limitation de vitesse. Moi, je vais être très honnête, Aurélie. J'ai l'impression que la mairie de Paris vient de faire un immense bras d'honneur à tous les automobilistes. Je ne connais
personne qui est favorable à cette baisse de la limitation de vitesse. Non, c'est une grande première, c'est la première mesure de mémoire qui attire autant les foudres contre elle. Absolument, tout le monde semble y être opposé. Anne Hidalgo, il va seul, vraiment seul. Alors on peut s'attendre à quoi comme type d'étude dans un premier temps du côté de 40 millions d'automobilistes? La première étude qu'envisage de produire le CIE, c'est une étude d'impact économique de la mesure. C'est-à-dire, on va vérifier, parce qu'il y a un impact économique de cette mesure, comment ça fonctionne? Forcément, si les véhicules roulent moins vite, on passe plus de temps à l'intérieur de la voiture, Basique. on est moins productif au travail. Basique. Voilà, Et on donc, perd tout plus ça a un de temps coût. dans les transports, tout ça, ça a un coût. Et qui va produire ces études? Ces 40 millions d'automobilistes en interne? Non, pas 40 millions d'automobilistes tout seuls. Ou du côté des représentants associatifs, oui, 40 millions, évidemment. Mais il y aura aussi des avocats spécialisés en droit routier et des économistes spécialistes du monde des transports, en particulier le professeur Rémi Prudhomme, qui est un ancien professeur du MIT et d'Harvard. Ah oui, donc accessoirement les Des plus grandes pointures. facultés du monde. Donc je pense que là, du côté de la ville de Paris, vous voyez, c'est pas tout à fait fini cette histoire de périph' à 70. J'ai l'impression que du côté de 40 millions d'automobilistes, on va réagir. Allez, il y a aussi autre chose. Là, on avance un petit peu, il commence à faire un petit peu froid sur les routes. Est-ce que ça serait pas le moment de changer nos chaussures? Très bientôt, car on arrive au 1er novembre et dès le 1er novembre jusqu'au 31 mars, il est obligatoire d'équiper sa voiture avec des pneus hiver ou alors des chaînes à neige métalliques ou des chaussettes à neige permettant d'équiper au moins donc 2 roues motrices. Alors, ce que j'ai vu, hein, c'est que l'année passée, on avait cette obligation. Et en même temps, le gouvernement avait dit, mais vous inquiétez pas, si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de sanction. Une obligation sans sanction. C'est ça, depuis 3 ans, pour l'instant, il n'y a pas de sanction, mais moi je me demande qu'est-ce qui va se passer cette année. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en termes d'assurance, si jamais on a un accident, bah on respecte pas les termes de l'assurance. Certes, dans la loi, c'est écrit, il n'y a pas de sanction, mais l'assurance, elle se doit de respecter la loi. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire qu'on est presque dans un vide juridique, d'autant plus que le ministre des Transports, sur ce dossier, bien occupé par le périphérique à 50 et avec Anne Hidalgo, bah, il n'a pas encore tranché sur cette histoire de verbalisation ou pas. Exactement, il va falloir le faire vite parce que le 1er novembre, ça approche. Hein. Allez, vous n'hésitez pas, vous pensez bien à changer vos pneus et à vous équiper de pneus hiver. Petit conseil hein, pour ceux qui se disent mais je ne veux pas changer de pneus tous les 6 mois, je comprends. Il y a des pneus qui sont très efficaces et qui font maintenant les 4 saisons. Ces pneus-là vous permettent de ne plus avoir à vous poser de questions, de savoir quand est-ce qu'on les change, quand est-ce qu'on les change pas. N'oubliez pas que dans la moitié des départements de France, je crois, il faut être équipé de pneus hiver. Prenez l'autoroute A75, elle part de Clermont-Ferrand, elle descend dans le sud. Vous êtes sur l'autoroute, si vous n'avez pas les pneus hiver, vous êtes verbalisable. Donc attention. Allez, tout de suite, on passe à notre dérapage contrôlé par Aurélie qui va surveiller toutes les sorties de piste. Les ZFE, on vous en a parlé, ces zones à faibles émissions dans lesquelles vous n'aurez peut-être plus le droit de rouler si vous avez un véhicule trop ancien. Eh bien, Aurélie va vous faire découvrir les ZTL. Encore un acronyme à la con. Aurélie, soyons très clairs. Les ZTL, c'est ton coup de gueule de la semaine, c'est ta sortie de piste. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de ZTL? Alors une ZTL, hein, il n'y a pas que l'acronyme qui est, voilà, comme tu le dis. À la con. Voilà. Alors ZTL, ça veut dire zone à trafic limité. C'est la dernière invention de la mairie de Paris. Alors, invention pas vraiment, parce qu'en fait ça existe déjà ailleurs en Europe, et notamment en Italie. Si vous aimez partir en Italie en vacances, vous revenez souvent à la maison et vous trouvez... Une prune dans la boîte aux lettres, Exactement. à 450 € majoré, c'est arrivé à une amie. Ils font pas n'importe quoi les Italiens. Bref, ça arrive en France, surprise, et ça arrive surtout à Paris. Alors comment ça va fonctionner? C'est quoi cette histoire de zone à trafic limité? Alors la ZTL de Paris, ça concernera les arrondissements centraux, les 4 premiers arrondissements de Paris. Ça formera un périmètre dans lequel n'auront le droit de circuler que les usagers qui ont quelque chose à y faire. Ah oui, ça c'est fantastique, parce que je me rappelle d'un élu à la ville de Paris qui avait dit vous n'avez le droit de rouler que si vous avez quelque chose à faire. Alors imaginez, vous avez le policier qui cogne au carreau, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous allez être verbalisé. Oui mais j'ai quelque chose à faire. Ah bah c'est bon, vous pouvez continuer. C'est n'importe quoi. Et concrètement... Comment ça fonctionne? Ça veut dire, si vous n'y habitez pas, si vous n'y travaillez pas, si vous y arrêtez pas pour faire un achat dans un commerce, pour aller au restaurant, au musée, etc., vous n'avez pas le droit de juste traverser cette zone. Ce que veut la mairie de Paris, c'est... un sanctuaire.
Un sanctuaire, oui. C'est vivre dans un huis clos. C'est supprimer la circulation de transit. Alors, sur le fond, ça peut un peu se justifier, parce qu'on se dit que l'idée, c'est peut-être de faire en sorte que les véhicules contournent par le périph', mais on ne les veut plus non plus sur le périph'. Donc, en fait, j'ai du mal à comprendre quel est l'intérêt de la ville de Paris dans cette zone un peu de bobo, presque, qu'on voudrait créer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la mairie de Paris a fait, pour le cas de la ZDL, des choses qu'on lui reproche de ne pas faire habituellement. En l'occurrence, une étude d'impact. Oh. Une grande première. La moins bonne nouvelle, c'est que elle a retenu des conclusions un peu ce qui l'arrangeait et qui n'est pas vraiment conforme à la réalité. Alors, elle dit quoi cette étude à peu on près? va aller voir un peu plus loin dans l'étude d'impact. Alors, d'abord, ce que prétend la mairie de Paris au sujet des conclusions de l'étude d'impact. La mairie de Paris dit « La mise en œuvre de la ZTL permettra une diminution globale de l'exposition de la population parisienne à la pollution de l'air et une baisse du nombre de personnes exposées à des niveaux sonores élevés. » Ça, c'est la déclaration de la mairie de Paris. Directement, pourquoi c'est faux? Allons voir dans l'étude. Alors, évidemment, l'étude va pas nier que s'il y a moins de circulation à l'intérieur même du périmètre, il y a moins de bruit, il y a moins de pollution, c'est basique. Il y a moins de bruit, il y a moins de pollution. Oui, alors, elle dit précisément moins 7% rue de Réaumur, moins de 30% avenue de l'Opéra, avec pour conséquence une réduction des émissions locales polluantes de l'ordre de moins 7 à moins 15%. Oui, mais les véhicules, ils vont bien passer ailleurs. Et bien voilà, tous ces véhicules qui n'ont plus le droit d'entrer dans le périmètre de la ZTL, ils ne vont pas disparaître. Forcément, la circulation va se reporter sur les rues alentours, voire même les grands axes un peu plus éloignés et jusque sur le boulevard périphérique. Et donc, l'étude d'impact estime que la circulation sera augmentée jusqu'à plus 40%, par exemple, le matin sur le quai Saint-Bernard, mais ce sera le cas aussi sur les grands boulevards, le pont de la Concorde, Alexandre III, Charles de Gaulle, etc. Donc, c'est pas rien, plus 40% autour. Et forcément, plus de circulation autour, c'est plus de pollution, plus de bruit, etc. Donc, en fait, si je résume, la ville de Paris, ce qu'elle veut faire, c'est limiter la pollution dans des petits périmètres en faisant exploser les scores de pollution ailleurs. Et au niveau du bruit, ça va donner quoi? Au niveau des nuisances sonores, finalement, c'est une opération neutre. On aura entre moins 1 et plus 1 décibel sur le périmètre qui est concerné par la ZTL, donc quelque chose d'assez imperceptible à l'oreille humaine. Et à côté, sur les axes qui subiront le report de circulation, on est autour de plus 1 décibel. Donc, il y aura d'amélioration pour personne. L'argument de l'amélioration de la qualité de vie du point de vue de l'environnement sonore ne tient pas. Donc, si je veux résumer, c'est une mesure qui sert à rien. Qui ne sert à rien, ni pour les émissions polluantes, ni pour les nuisances sonores. C'est une double sortie de piste pour la mairie de Paris. Eh bien, décidément, on n'a pas fini de retrouver la mairie de Paris dans nos sorties de piste. J'ai l'impression vraiment que ça marche un petit peu à côté de la plaque et que ça roule complètement en dérapage et pas très contrôlé. Tiens, en parlant de dérapage contrôlé, j'en connais une qui conduit un peu à côté de la plaque et qui est plutôt souvent en sortie de piste. Mais elle y va de bon cœur et elle nous fait plaisir. C'est Louane, on la retrouve tout de suite. La dernière fois quand on a fait tu vois, les surgelés, il s'était pas dégelé à la maison, tu vois. Ah bon, lui il attendra 2 minutes. Et là c'est lui qui l'a... Mais il faut t'arrêter avec des piétons, Louane. Bah il attendra 2 secondes, on n'est pas... Et c'est lui que tu vas transformer en surgelé cette fois-ci. Sérieux, mais attends, mais il faut t'arrêter, c'est pas un choix, c'est comme ça. Mais il voit, il peut bien s'arrêter, ça va, c'est bon. Moi j'étais pressée, hein. Et les personnes vulnérables, ça te parle ou pas? Mais oui. Si tu attends, mais peu importe d'ailleurs où il se situe, c'est pas que sur le passage pour piétons. Un piéton est engagé, tu dois t'arrêter, Louane. Ah mais oui, bien sûr. Attends, c'est une personne vulnérable. Je veux dire, piéton et voiture, jusqu'à preuve du contraire, c'est souvent la voiture qui gagne, hein, tu vois. Donc. Ouais, c'est vrai ça. Et sans même dire,
Attends, mais même si il traverse en dehors des passages pour piétons, tu vas pas l'écraser? Loulou, le piéton! Le piéton! Pardon. Non mais rassure-moi, tu le fais exprès. Pas toujours. Bon, cela dit, elle le joue très bien, Louane. Mais bon, on vous rassure quand même, hein, tu nous le rassures, tout ça. C'est mis en scène. C'est mis en scène. Et dans la vie normale, J'écrase personne. ouais, en tout cas, pas jusqu'à présent. Si vous voulez connaître le trajet de Louane qu'elle fait au quotidien, n'hésitez pas à nous donner votre trajet en commentaire. Et comme ça, elle s'adapte, elle essaye de ne pas passer quand vous êtes piéton. En tout cas, un piéton, ça se transforme pas en surgelé. Ça, celle-là, je m'en souviendrai. Il est bon quand même, notre Johan international. Johan qu'on retrouve dans les auto-écoles Drive Innov du réseau Drive Innov. Bien sûr, il est bon acteur, mais il est surtout excellent moniteur d'auto-école. Et c'est là-dessus qu'il exerce le mieux son métier. Je suis pas sûr qu'il arrive à la sauver très longtemps. Bon, et Louane, la semaine prochaine, qui va piano va sano. Tu sais ce que ça veut dire, hein? J'ai à peu près compris. Voilà, qui va vite, écrase tout le monde. C'est ça? C'est ça. Allez, on continue, on se retrouve maintenant pour notre permis pas permis avec notre avocat préféré, Maître Jean-Baptiste Yoska entre de ce pas pressé dans notre studio. Pas permis de se faire un petit appel de phare comme ça entre automobilistes, entre autres pour signaler qu'il y a les forces de l'ordre un petit peu plus loin sur la route. Avant de vous recevoir, maître, regardez bien, on a posé la question à tous ceux qui étaient dans la rue, voilà à peu près leur opinion, on vous écoute. À votre avis, c'est permis ou pas permis de faire des appels de phare pour signaler la présence des forces de l'ordre? Je dirais pas permis. Pas permis. Normalement, légalement parlant, c'est interdit, il me semble. À mon avis, c'est pas permis. Je pense que c'est pas permis. Interdit. Maître Yoska, alors, permis ou pas permis le petit? Vous connaissez le principe de notre République. Liberté, égalité, Fraternité. Mais qu'est-ce qui est plus fraternel qu'un appel de phare? Je sais pas, moi je suis un grand républicain, je suis très attaché à cette République. Sur le frontispice de toutes les écoles, de toutes les préfectures, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce qui est plus justement qui rapproche les hommes qu'un appel de phare? Rien. C'est-à-dire vous faites coucou. Alors, il faut revenir un peu en arrière. Pendant très longtemps, on a considéré que l'appel de phare était tout à fait normal, qu'il pouvait prévenir à la fois qu'il y avait des gendarmes un peu plus loin, mais éventuellement un danger, un accident, des animaux sauvages qui traversent. Il faut faire attention. Donc les forces de police étaient un peu embêtées, sans savoir exactement s'ils pouvaient éventuellement attribuer une contravention ou pas, dans quelles circonstances. Et puis surtout, il n'y avait pas de contravention prévue pour l'appel de phare. Et puis, on s'est rendu compte, un peu au moment des attentats, justement, qu'il y avait des gens qui faisaient des appels de phare quand il y avait éventuellement la douane qui contrôlait, ou éventuellement des contrôles de gendarmerie. Mais sans excès de vitesse, ces contrôles de gendarmerie, vous savez, sur les aires d'autoroute, bon voilà. Et justement, les forces de gendarmerie, la plupart du temps, communiquaient beaucoup sur Facebook en disant « c'est normal, il faut absolument que les gens arrêtent leurs appels de phare parce que, d'une façon générale, ils sabotent un peu notre travail. » D'accord. Ce qui pouvait se comprendre. Oui, ça se comprend. Ça pouvait se comprendre. Et puis, le seul problème, c'est que c'était un peu dévoyer l'appel de phare comme il est utilisé la plupart du temps. Il est utilisé en sens inverse, par la voiture qui va vous croiser en vous disant « faites attention parce qu'il y a des gendarmes un peu plus loin ». Alors, il y a eu quelques décisions de justice qui ont condamné mollement l'appel de phare, ou plus exactement, qui ont prononcé une condamnation avec une absence de peine. C'est monsieur pas de bol, ça. Celui qui se fait avoir pour un contrôle d'appel de phare. C'est monsieur pas de bol, et puis c'est surtout le monsieur qui va contester, et puis va se retrouver dans le tribunal de police, et puis devant le tribunal de police, il va tomber sur un magistrat particulièrement grinçant. Alors, l'appel de phare, maintenant on en arrive à l'heure où on est, l'appel de phare est parfaitement légal, ça ne pose aucune difficulté. La Chambre des criminels de la Cour de cassation a tranché une bonne fois pour toutes, ça ne pose pas de difficulté. Mais, il y a toujours un mais. Il faut faire attention parce que si l'appel de phare risque d'éblouir la nuit les personnes qui se reviennent en face, ça peut créer une nuisance, une gêne occasionnée qui peut entraîner éventuellement un accident. Et là, il y a une contravention spécifique. Donc, l'appel de phare, plutôt en journée, il faut faire très attention à ne pas éblouir pour essayer d'avertir, mais il ne faut pas créer un dommage plus important que le fait d'avertir. Et puis, d'une façon générale, moi, je trouve que ça reste une fraternité automobilistique de bonne alloi. Est-ce que toi, tu fais des appels de phare au volant Oui. Quand il y a un danger potentiel? Pour beaucoup de raisons, oui. Ouais, moi, j'ai l'impression, Jean-Baptiste, que ça se perd.
je vois quand même moins d'appels de phare entre automobilistes. Oui, ça Quand se fait. j'étais petit- Et d'un autre côté, quand vous tombez sur le type qui vous fait un appel de phare qui est un peu trop vite, il vous fait viger, il vous fait bien le geste, c'est sympa et tout. Et puis, pour tout vous dire, il m'est arrivé de faire un appel de phare il n'y a pas longtemps parce que c'est le début de la chasse et qu'il y avait un sanglier qui avait été blessé au moment où je passe sur ma voie et je vois qu'en face, le sanglier va traverser. Je fais un appel de phare. L'automobiliste en face a juste eu le temps de voir le sanglier blessé qui s'est effondré devant la voiture. Il a fait un côté, un décroché, il a évité le sanglier. À mon avis, ça lui a évité un accident qui aurait pu lui coûter très cher. Donc, l'appel de phare, c'est pas uniquement illégal au sens, ou en tout cas immoral au sens de la loi, comme on essaie de nous le faire croire. Ça peut vraiment éviter des accidents et je crois que c'est important. L'appel de phare, c'était le point sur la réglementation de Maître Yoska. Un petit geste fraternel entre nous pour éviter de perdre des points sur le permis de conduire, mais surtout pour éviter peut-être des situations d'accident. Allez, maintenant on passe à la suite et on retrouve Gabin. Allez, comme chaque semaine, on va retrouver les panneaux totalement improbables de Gabin. Je ne sais pas ce qu'il fait de ces week-ends, j'ai du mal à comprendre. Je pense qu'à mon avis, tu dois t'ennuyer le week-end. Donc, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu nous cherches des panneaux. Et cette semaine, tu nous as préparé quoi? Bon, celui-là, il est un peu spécial. Hein, Ouais. parce que ça risque d'arriver à certains dans l'équipe. Est-ce que vous avez une idée de ce que veut dire ce panneau? Alors, c'est un panneau de danger parce que c'est triangle. Attention, votre voiture peut être coupée en deux par des bâtons. Toi, Loan, aucune idée? Pas mieux. Bah alors non, ce panneau ne veut pas dire que votre voiture peut être coupée en deux par des bâtons. C'est un panneau temporaire qu'on met derrière une voiture quand elle brûle par exemple, car il apparaît en cas de dégagement de fumée épaisse ou de tout autre type de particules. Donc par exemple, Louane, je sais que t'as pas de chance avec ta voiture souvent, mais attention, si elle brûle, eh ben, on mettra ce panneau. Voilà, elle sort le panneau du coffre. Hop, d'ailleurs, tu as toujours un panneau dans le coffre. On est bien d'accord. Minimum. Tu sais que niveau galère, c'est pas trop un loulou. Ça va m'arriver à moi aussi, je le sais. Bon, moi je sais quel panneau on mettra derrière ma voiture si je suis en train de brûler dedans. Mais ce panneau, comme on peut le voir sur l'image, il a deux bâtons. Donc en fait, c'est comme ça qu'on le déplie derrière la voiture qui est par exemple en train de brûler. Et il annonce aussi que les automobilistes ne doivent pas rouler à plus de 50 km/h car un danger est présent. Devant eux, je sais que tu vas dire Pierre, on n'a pas besoin de ce panneau, cette voiture brûle sur le périph'. Il y a Hidalgo. Parce qu'on a déjà Hidalgo. Donc s'il y a le feu sur le périph', pas de panneau, on fait des économies, voilà. C'est la gestion de l'économie d'Anne Hidalgo. Moi je trouve ça plutôt sympa. Non mais je savais pas du tout. Je savais pas du tout qu'en fait ce panneau régulait aussi une limitation de vitesse. Donc si on le voit, on ralentit. C'est ça, à 50 km/h maximum. Bon, alors si en même temps, si quelqu'un a sorti le panneau du coffre et qu'en plus il avait un radar sur l'épaule, ça me paraît quand même très peu probable. Bon, la semaine prochaine, tu nous retrouves un panneau à la Gabin. Farfelu, ouais. Ouais, c'est là. T'as encore du stock un petit peu ou pas? Ça commence à être chaud, mais je vais en retrouver. Hein. Tiens, question, vous là qui nous regardez en vous disant qu'est-ce que c'est que ces panneaux bizarres, à combien vous avez fait de fautes à l'examen du code de la route? Ça peut être intéressant de nous le dire en commentaire, puis moi je vais me tourner derrière. T'as fait combien de fautes à ton code? Je l'ai passé 2 fois. 2 fois? Et ils te l'ont filé? Ouais. Ouais, t'as payé? Non. Ah, Gabin. c'est chaud. Hein. La première fois, je l'ai raté avec 12 fautes. Et non, la deuxième fois que j'ai passé, par contre, j'ai fait que 2 fautes. Ouais, parce que il pointait bien gros à côté, t'étais proche pour tes pieds. Ouais. J'avais les petites fiches en dessous pour Qui a triché un petit peu là pendant l'examen du code en essayant de regarder un peu le au voisin? bac, oui, mais pas... Pardon, non, c'est pas vrai, évidemment. Non, le bac, la mention, c'était tout à fait normal. Oui, j'ai pas eu de mention. Tant qu'à faire... Mais non, j'ai pas triché au code. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau panneau avec Gabin, mais on le garde un petit peu, notre Gabin international. On va parler automobile dans quelques secondes. Tu nous emmènes où? Pierre, t'as connu, toi, une série avec... 2 cops, 2 flics. À Miami? C'est ça. Et on va parler de 2 flics à Miami et de la Ferrari Testarossa. Ouais, alors cette voiture, je la connais et puis elle me plaît. Allez, on part chez Autopassion. Bon alors Vincent, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette voiture? Ferrari Testarossa, dessinée par Pininfarina, produite entre 84 et 96. On commence par la Testarossa, par la 512 TR et on finira par la M, produite à 7177 exemplaires. Et c'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup.
Et niveau moteur, on est comment sur cette voiture? V12, Colombo, 390 chevaux, 440 chevaux pour la 512M. Gros moteur. Ouais, gros moteur. Elle va vite cette voiture quand même? 315 km/h pour la 512M. Faut être concentré à cette vitesse-là. Pour l'époque, oui, parce qu'il y avait peu d'assistance, donc il fallait vraiment être concentré. Et toi, Gabin, de flic à Miami? Alors déjà, il faut savoir qu'au début de la série, la voiture, c'est pas une vraie Ferrari. En fait, c'est une fausse coque de Ferrari montée sur une Corvette et aidée par un V8 Chevrolet. Ah bon? Ouais. Et quand Enzo Ferrari s'est rendu compte de cette fraude, il a appelé les producteurs de la série pour leur demander ce qu'ils pouvaient faire. Et alors? Et les producteurs lui ont tout simplement dit d'envoyer une Testarossa. Ah, c'est top. Et en échange, ils promettaient de faire exploser la fausse Ferrari. Ah ouais? Ouais, et je peux te dire qu'elle s'est mangée une belle roquette. Et tu sais que les acteurs, pour jouer dans la série, ils ont dû passer le test d'armes à feu dans un vrai centre de police avec un vrai commissaire en Floride. Ah, c'est pour ça que ça faisait aussi réaliste. Exactement. Et en plus, la série a failli ne même pas être tournée à Miami. Ah bon? Où ça? Ouais, à Los Angeles, en faisant croire que c'était dans le centre de Miami. Ah ouais? Ouais. Et pour finir sur la voiture, Vincent, en fait, les producteurs, ils ont bien aimé ce changement de la fausse Ferrari à la vraie Ferrari, parce qu'en fait, ils se rendaient compte que la voiture noire, elle était pas très belle dans les plans de nuit, alors que la blanche, elle apportait vraiment un réel esthétisme. Ah, c'est pour ça qu'ils ont mis une Testarossa blanche. Je me suis toujours posé la question, parce que c'est pas une couleur naturelle pour une Testarossa. Enfin, tu t'attends pas à ça pour une Ferrari. Ouais. D'ailleurs, pour toi, c'est quoi la couleur d'une Ferrari? C'est rouge, évidemment. Eh ben non, c'est jaune. Les premières Ferrari, c'était jaune. Ah ouais? Ouais. Comme quoi, on s'en apprend des choses. Hein. Exactement. La Testarossa. Et j'ai appris donc que la couleur de Ferrari, c'était pas le rouge. Ah non, moi aussi je l'ai appris grâce à Vincent. Ouais, c'était le jaune. C'était jaune. Donc si vous êtes passionné Ferrari, c'est marrant parce qu'on la trouve toujours en petite voiture en rouge, alors que la voiture Ferrari, sa couleur, c'est bel et bien le jaune. Et ben on a encore découvert et passé un bon moment avec Vincent. Je vous conseille d'ailleurs d'aller faire un petit tour du côté d'Autopassion si vous êtes sur Paris. C'est vraiment un lieu magnifique où vous allez rencontrer des vrais passionnés d'auto. Ouais. Et puis si vous êtes juste passionné par la gastronomie, un bon moment et passer un moment sympa dans un super cadre, c'est the place to be, l'endroit où il faut être, puisqu'apparemment il faut tout traduire même sur YouTube. Allez, tout de suite, maintenant on passe au Ça me gonfle. C'est Aurélie qui revient, chargée comme une baraque à frites, et je peux vous dire qu'à mon avis elle va encore être en colère cette semaine. Et si ça la gonfle, elle, eh ben ça nous gonfle tous. Et pourquoi? Eh bien parce qu'Aurélie, tu viens en apporteuse de très bonnes nouvelles. Tu vas nous parler de nouvelles taxes. Oui, c'est pas de ma faute. En fait, c'est le nouveau Premier ministre, enfin, son gouvernement. Hein. C'est pas Anne Hidalgo. Non, pas cette fois. Ah, on va changer un peu, pas toujours les mêmes. J'ai eu peur, Anne. Je me suis dit que c'était encore toi qui nous avais inventé un truc. Non, cette fois-ci, c'est du côté du gouvernement que ça se passe. C'est du côté du gouvernement. Tu sais que le nouveau gouvernement de Michel Barnier doit présenter la semaine prochaine son projet de loi de finances pour 2025. Et on a bien compris l'axe, c'est faire des économies. 40 milliards d'euros, a priori. Mais faire des économies, ça veut pas dire mettre une taxe. Bah, ça ne veut pas dire mettre une taxe, mais pour Michel Barnier, ça veut dire renforcer les taxes qui existent déjà, et en particulier 2 taxes qui touchent directement les automobilistes qui acquièrent un nouveau véhicule. Alors, la première, tu m'as dit 2. La première taxe, allez, j'y vais, je suis prêt. Allez, d'abord, c'est le malus écologique ou le malus CO2. C'est une taxe imposée aux acquéreurs d'un véhicule neuf en fonction des émissions de CO2. En 2024, le seuil de déclenchement de cette taxe était fixé à 118 grammes de CO2 par kilomètre. À partir du 1er janvier 2025, il va être abaissé à 113 grammes, puis à 106 grammes en 2026 et à 99 grammes seulement en 2027, ce qui veut dire qu'il y aura de plus en plus de modèles de véhicules qui seront touchés par cette taxe. Donc de plus en plus de véhicules, y compris les véhicules familiaux, qui sont les véhicules qui forcément sont un petit peu plus gros. Ceux-là, ils émettent un peu plus. Bim! Ah bah oui. Oui, principalement les véhicules familiaux, les anciens monospaces et ce qu'on appelle maintenant les SUV. Il paraît que c'est un gros mot et qu'il ne faut pas l'utiliser. Ah oui, SUV, faut pas. Ouais. Même si du coup, même s'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est qu'un SUV. Amitié à toi, David Béliard, si tu m'écoutes. Autre point, tu m'as annoncé 2 taxes. Donc la première, je vais être très clair, j'aime pas. C'est quoi la deuxième? Bah, tu vas pas plus l'aimer la deuxième parce que c'est le malus au poids. Ah. Ou le malus masse. Eh ben on va tous faire un régime.
Oui, alors tu sais, ça c'est une taxe qui avait été créée par la Convention citoyenne pour le climat. Ah. Oui, je pense que tu t'en rappelles bien, ils avaient eu plein de bonnes idées. Bref, donc ce malus au poids, il a été initié en 2021 et à l'origine, il touchait uniquement les véhicules d'un poids supérieur à 1800 kilos. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, c'était 2 à 3% des nouvelles immatriculations. Bon, le seuil avait été abaissé déjà en début d'année au 1er janvier 2024 à 1600 kilos. Là déjà, il y avait un peu plus de modèles concernés, mais ça ne touchait encore que les véhicules thermiques uniquement. C'est-à-dire pas les électriques. C'est-à-dire les véhicules purement essence ou purement diesel. D'accord. Et donc, la nouveauté pour 2025, alors il n'y aura pas de nouvel abaissement du seuil de déclenchement. Par contre... Encore heureux, parce que si on abaisse le seuil du poids, alors là, toutes les voitures y passent. Hein. Oui, on va rafler tous les véhicules. Mais là, la nouveauté, c'est que ce ne sera plus exclusivement les véhicules thermiques. Les véhicules hybrides et hybrides rechargeables vont aussi être touchés par ce malus au poids. Donc ça veut dire qu'il faut passer à l'électrique, mais que si on électrifie la voiture en passant par un véhicule hybride, on va fatalement être touché. Les véhicules hybrides, c'est une double motorisation, ils sont un peu plus lourds. Ils sont un peu plus lourds, mais ils sont aussi censés produire moins d'émissions polluantes. Donc normalement, on est quand même gagnant en termes d'environnement. Visiblement, la taxe s'en fiche. Est-ce qu'on ne serait pas en train tout simplement d'aller, encore une fois, tondre le mouton automobiliste pour remplir un petit peu les erreurs budgétaires de l'État? Oui, bien sûr, évidemment, c'est clairement une nouvelle attaque contre le pouvoir roulé des automobilistes. Avec le renforcement de ces deux malus, le gouvernement espère quand même récolter 300 millions d'euros supplémentaires directement dans les poches. Bon, alors 300 millions, vous avez compris, hein, c'est dans notre poche à tous. Alors pour faire simple, si je résume Aurélie, si on veut vraiment acheter une voiture neuve, il nous reste combien? 2-3 mois, quoi. Ah, il faut se dépêcher, oui, à partir du 1er janvier 2025. Allez, profitez peut-être du mondial de l'auto dans quelques jours qui va se tenir sur Paris pour profiter peut-être d'offres un petit peu plus sympathiques et passer à travers les taxes que vient de nous annoncer Aurélie. Merci Aurélie, enfin merci, non pas merci. Non, de rien, je suis désolée. Pas merci. Allez tiens, on parlait du mondial de l'auto, on parlait des perspectives un petit peu de la voiture. Invité exceptionnel dans Ça roule aujourd'hui, c'est la présidente déléguée de l'Axiam. On va se poser la question du véhicule de demain. Vous restez bien avec nous, c'est tout de suite dans En roue libre. Et pour ce pour ou contre un peu spécial, c'est un honneur que l'on a dans En roue libre de vous présenter Atina Argiriou. Bonjour Atina. Bonjour. Alors on va s'appeler Atina. Atina, vous êtes la présidente déléguée de la Xiam. Qu'est-ce que c'est que la Xiam ? La Xiam, c'est une organisation centenaire qui représente les constructeurs automobiles, véhicules industriels, bus, cars, d'Euromodern en France. 55 adhérents, une centaine de marques, je dirais, on représente les marques préférées des Français. Oui, c'est ça en fait. En fait, pour faire simple, quand on achète une voiture, vous êtes quelque part, caché dans la voiture quelque part. C'est un peu ça, oui, tout à fait. Alors, on va parler de la voiture de demain. Cette voiture de demain, on entend, on voit malheureusement les malus qui s'abattent malheureusement sur les automobilistes et sur les constructeurs de fait. Mais il y a aussi un aspect développement durable qui s'inscrit derrière. Et vous, en tant que constructeur, pour les constructeurs que vous défendez, eh bien fatalement, ils sont obligés de s'engager dans cette sobriété énergétique. Mais la sobriété énergétique, Atina, ça veut dire quoi quand on est constructeur automobile pour la voiture qui arrive dans les années à venir ? Alors, je vais répondre sur ce que c'est la voiture de demain. Alors, comme vous avez dit, c'est la sobriété énergétique, mais également l'indépendance énergétique pour l'Europe et pour les pays qui ont accepté de faire cette transition-là. C'est également la sécurité, c'est le confort, c'est la durabilité, c'est la recyclabilité. C'est tout ça ensemble. Mais peut-être qu'on peut faire une petite introduction pour pouvoir poser les sujets. Sans sombrer dans les catastrophismes, je pense qu'on est tous d'accord de l'urgence de rétablir en fait nos modes de consommation, de fonctionnement pour pouvoir réduire notre empreinte et préserver cette planète. Ça, c'est l'évidence. Voilà, ça, mais c'est tout le monde évidence. est d'accord là-dessus. Voilà. Sauf que les Français achètent une voiture par rapport à leurs économies. Et là, ça coince un peu. Alors,
pour pouvoir comprendre pourquoi on demande aux Français alors de changer leur mode d'habitude. On a pris les paris et on a la chance, parce qu'on peut le faire, et on est assez ambitieux, de pouvoir réduire cette empreinte, les CO2, de 55% d'ici 2030 et d'arriver en fait à un zéro CO2 d'ici 2050. Comment on va faire ça? D'abord, tout le monde est concerné, tout secteur confondu. On va regarder en fait, secteur par secteur, pour regarder nos consommations. La mobilité urbaine est en tête en fait de cette consommation de CO2. On est à 31% devant l'agriculture, devant l'industrie, devant les chauffages urbains. Alors, si on regarde de plus près, 24% des émissions émanent des véhicules particuliers, 50% du poids lourd, ainsi de suite. Comment on va faire ça? On va aller dans des motorisations qui nous permettent en fait d'arriver proche à zéro. Et on va jouer sur deux choses. On va jouer sur les éjections de CO2, mais également pour améliorer la qualité de l'air, ce qu'on appelle les NOx, toutes ces particules un peu... Les oxydes d'azote. Exactement, nocifs. Aujourd'hui, quelle technologie nous confère la possibilité d'atteindre ces objectifs-là? C'est l'électrique. Et c'est une chance. Ça veut dire qu'il faut se préparer, nous tous, à avoir peut-être en 2030, 2040, à quel horizon vous pensez qu'on sera tous en véhicule électrique? Et est-ce qu'il y a peut-être d'autres ouvertures? Je pense notamment du côté de l'Allemagne, on parle des carburants synthétiques. Est-ce qu'il y a aussi toutes ces énergies qui peuvent nous amener à la neutralité carbone? Absolument, puisque en fait la réglementation dit, en tout cas notre ambition, c'est d'arriver à zéro. Mais on a cette neutralité technologique pour pouvoir choisir les modes. Mais chaque secteur a ses usages et on sait en fait qu'il y a des secteurs qui ne pourront pas en fait faire appel à l'électrique. Or, l'électrique est adapté à la mobilité urbaine. L'aviation, ça va être extrêmement difficile. C'est pour ça on va flécher plutôt les biocarburants qui viennent pas de l'agriculture en fait, des consommations, mais de la biomasse. On va les flécher vers l'aviation. Et l'électrique, c'est une vraie chance non seulement une sobriété énergétique, mais également une vraie chance d'indépendance énergétique. Pourquoi? Parce que c'est comme du troc. L'électrique, en fait, on peut le produire localement et on peut le produire de tout. De solaire, d'éolien, d'hydraulique, de nucléaire, de la biomasse. Alors que c'est une vraie chance, c'est une vraie indépendance énergétique. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, à tous ceux qui nous regardent, là, un petit peu dubitatifs de vous entendre, en se disant, bah mince, Athina, elle a l'air sympa, mais qu'est-ce qu'on peut dire à celui qui nous écoute, là, et qui se dit, moi, l'électrique, j'y crois pas? Parce qu'on est beaucoup à se faire cette réflexion-là, à se dire que le véhicule électrique, au final, eh bien, il ne fonctionne pas bien, qu'on a manque de bornes de recharge, qu'il n'y a pas suffisamment d'autonomie. Bref, toutes ces choses qu'on entend au quotidien. Que recharger à la maison, c'est très compliqué, qu'on n'a pas tous des places de stationnement. Comment on va répondre à cette demande de tous les Français qui nous écoutent là et qui se demandent comment Athina fait pour nous promettre le 100% électrique? Alors d'abord, ils ont raison. Moi, en tant que consommateur, je suis passée par les mêmes incertitudes. Pourquoi? Parce que chaque changement, en fait, on fait face à l'inconnu. Il faut un peu d'accompagnement, il faut de la pédagogie, il faut expliquer. Et les contextes aujourd'hui, que ce soit politique ou économique, ils ne rappellent pas en fait, cet apaisement et cette confiance. On a la chance à nouveau d'être en Europe, d'être en France et d'avoir la capacité de produire l'électricité. Les usages vont changer petit à petit, justement, pour pouvoir accompagner. Les contextes fiscaux, effectivement, n'apportent pas cet apaisement, n'apportent pas cette... Je vous le fais pas dire. Exactement, n'apportent pas cette lisibilité. Et c'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs des immatriculations, des dégringolés. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte préélectoral, on attend d'un gouvernement, avec des guerres autour de nous, avec des problématiques énergétiques, c'est normal.
ce que je souhaite, peut-être que c'est un appel au nouveau gouvernement, de pouvoir nous apporter en fait cet apaisement, voilà, pour pouvoir convaincre les Français de passer les caps. Parce que maintenant, on commence à avoir des études et on voit en fait que les caps est difficile à passer. Mais une fois qu'on passe les caps, on voit en fait une satisfaction totale, même supérieure au thermique. On voit que les coûts de la possession en fait, de fonctionnement total, il est inférieur à celle du thermique, que ce soit par rapport au ravitaillement. L'électricité aujourd'hui, elle est 3 fois moins chère que le thermique. Sur cette problématique de coût, on sait que le coût sur les bornes de recharge qui ne sont pas à domicile, bon, pour l'instant, ce n'est pas encore super intéressant. Ce n'est pas encore le cas. En revanche, à quand vous imaginez la bascule? Parce que là, on a vu l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne a coupé ses aides à l'achat du véhicule électrique. Les ventes se sont effondrées. Est-ce que l'accompagnement des automobilistes doit se faire via des aides? Parce que sinon, on voit bien que le véhicule électrique, il reste quand même un petit peu plus cher que les autres. Alors, oui, mais pas des subventions, en fait. Chaque technologie naissante, il faut un coût en fait de boost pour pouvoir passer les caps. Aujourd'hui, on est dans une période de transition. Regardez, les constructeurs, ils doivent investir sur plusieurs technologies. Donc on peut imaginer quand même dans les années à venir qu'il va y avoir un petit point de bascule où l'électrique sera plus abordable. On arrive déjà à ça. J'ai entendu que vous parliez beaucoup d'usage urbain. Pour vous, le véhicule électrique, c'est vraiment un véhicule qui est très adapté au cœur de ville, c'est ça? Je pense en fait que la mobilité, c'est un droit, ce n'est pas un luxe. Et la mobilité de chacun est un droit, de choisir comment il va pouvoir aller travailler, comment il va aller étudier, comment il va se soigner, comment il va participer dans la vie économique et sociale. Et ça peut être les baskets, ça peut être les vélos, ça peut être la trottinette, ça peut être la voiture. Alors ça, c'est un droit qu'il faut vraiment qu'on préserve à tout prix. Ouais, d'autant plus qu'on a vu quand même que 8 Français sur 10 utilisent la voiture pour aller au travail. Exactement. Alors ce n'est pas pour s'amuser, c'est un réel besoin, moi je le qualifie ça comme droit. Alors on va avoir également une évolution sur les modes de consommation d'une voiture. On va passer progressivement peut-être de la propriété d'une voiture à une voiture comme service, la location. Et suivant les usages, en fait, on va pouvoir changer la voiture qui nous correspond. Peut-être qu'on a une voiture en ville avec une capacité pour la ville et une autre pour le week-end, ou la trottinette, ou le vélo, ou toute autre chose. On se dirige vers une société qu'on appelle en fait des servitisations, en fait, où ce n'est plus en fait l'automobile comme objet, mais c'est les véhicules comme usage. C'est la mobilité, accès aux besoins du consommateur. Alors on va parler aussi de quelque chose qui arrive de plus en plus dans nos voitures, dans la voiture de demain, c'est ce qu'on appelle les ADAS. En fait, c'est toutes les aides à la conduite. Alors attention, j'en ai relevé des tas. Vous avez l'aide à la conduite, le détecteur de piétons, le détecteur de cyclistes, bref, toutes ces technologies. Est-ce que ça ne serait pas les prémices du véhicule autonome qui arrive? Est-ce qu'on n'est pas sur le début du véhicule totalement autonome qui s'installe petit à petit dans notre environnement de conduite? Il y a plusieurs programmes qui financent justement la recherche et le développement sur les véhicules autonomes. On est prêt technologiquement parlant, mais on n'est pas prêt par rapport à l'environnement, parce qu'il faut que l'environnement s'y prête pour pouvoir être lu correctement, pour que la voiture interagisse. État des routes, les marquages au sol, absolument, les panneaux. Absolument, voilà. Les connexions satellites. Mais on a fait un pas significatif. Et aujourd'hui, tous ces systèmes-là, y compris ADAS, nous offrent une sécurité et un confort. Et les premières statistiques démontrent qu'ils ont une réduction d'accidents de la route de plus de 20%. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de malus sur les poids ou sur les CO2. Sur les poids notamment, il faut souligner que les poids, il y a un seuil critique entre les poids et la sécurité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si on baisse les poids, on est obligé de sacrifier la sécurité. On est obligé de sacrifier quelque chose. Mais ça paraît totalement contre-intuitif. D'un côté, on met un malus au poids qui va quand même toucher des véhicules
qui ne sont pas des véhicules extrêmement lourds, à 100 ou 200 kg près. De plus en plus, on s'attaque. Et on s'attaque maintenant aux véhicules hybrides aussi. Donc c'est fou. Mais vous êtes en train de nous dire que toutes les aides à la conduite que l'Europe, intelligemment peut-être, prévoit dans nos véhicules, apportent du poids et que ce poids, il est taxé. Exactement. On est passé... En fait, on n'a pas eu encore le PLF. Alors, on a lu tous dans la presse. Aujourd'hui, c'est des projections ou des spéculations. On espère, en fait, que les législateurs vont être plus éclairés. Ils vont prendre en considération. Nous, on va faire en sorte pour pouvoir entendre ça. Parce qu'à partir d'un certain seuil, on ne parle pas, en fait, de grosses voitures qui... s'aventure pas très souvent en ville non plus. Hein. C'est quand même un phénomène rare, mais on parle de la voiture de chacun et il va falloir qu'on fasse des sacrifices. Et un de ces sacrifices-là, ce serait la sécurité. Alors, on sera là pour pouvoir les rappeler et pour pouvoir apporter des études et des éléments et apporter, ce qu'on disait tout à l'heure, un peu de stabilité et un peu d'apaisement. Ouais, je pense qu'il y en a vraiment besoin pour tous ceux qui nous écoutent. Hein. Vraiment, vous savez qu'on a quelque chose aussi qui ne fonctionne pas en France. On essaye de multiplier les mesures dites écologiques et la moyenne d'âge des véhicules français ne cesse de vieillir. On est à 12 ans de moyenne. Est-ce que vous pensez que le consommateur il est un petit peu perdu aujourd'hui entre les mesures politiques, les zones à faible émission, un coup on dit oui, un coup on dit non, un coup on taxe, le poids. Bientôt il va falloir acheter 4 balances pour mettre sous chaque roue parce qu'objectivement, qui connaît le poids de sa voiture? Personne. Je connais le mien, ça me suffit. Est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu perdus dans ces mesures politiques? Moi je retiens un mot dans ce que vous dites, c'est la stabilité politique. On a besoin de quelque chose d'assez stable. Vous avez l'impression je lâche le mot, mais qu'il y a une lutte anti-voiture un petit peu stérile en ce moment? Oui, absolument, tout à fait. C'est pour ça que je bien souligné, la mobilité est un droit. Bien entendu, on a un espace public qu'il faut aménager et que, en fait, tous ces modes de mobilité puissent coexister de façon, en fait, sûre et paisible. Mais ce n'est pas avec des politiques actives, sans avoir des études d'impact, une continuité qu'on va pouvoir réussir cela. Je suis d'accord avec vous. L'absence d'études, c'est peut-être ce qui nous tue aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Alors ça m'amène vers ma dernière question. Atina, est-ce que la voiture aujourd'hui, elle est toujours, parce que ça a été le sens de l'histoire, ça a été de démocratiser la voiture pour qu'on puisse s'en acheter une? Et aujourd'hui, est-ce que l'automobile est encore un droit ou est-ce que c'est un luxe? Pour moi, c'est un droit. Le marché viendra se stabiliser. Il faut arrêter de monter les citoyens les uns contre les autres. Il faut préserver également les droits des constructeurs d'investir en recherche et développement. C'est à travers en fait des voitures peut-être plus luxueuses aujourd'hui qu'on peut tester ces technologies et les démocratiser. Après, on l'a vu dans toutes les technologies, dans tous les secteurs. Alors, il faut, je dirais, un peu de respect, un peu de recul. Il ne faut pas changer de cap sur les objectifs qu'on s'est fixés. Il faut juste plus de concertation et moins de changements, plus de sécurité et de visibilité fiscale et réglementaire. Ça sera le mot de la fin pour cette émission. On a été ravis vraiment de vous avoir avec nous, Atina Argiriou. Je l'ai bien dit. Hein. Très bien. Je m'en sors pas mal. Merci. Je retiendrai une chose, un appel à l'apaisement. Vous savez quoi? Quand je vous écoute, je suis apaisé, je vous fais confiance et je comprends que les constructeurs sont en train vraiment de prévoir la voiture de demain, une voiture toujours populaire, en tout cas si on aboutit à une stabilité et à un apaisement politique. Je retiens aussi, ne pas monter les citoyens les uns contre les autres. Franchement, on ne pouvait pas faire mieux. Merci Atina d'avoir été avec nous. Tout de suite, on part en petite vadrouille, on retrouve Jade pour une petite vadrouille un petit peu particulière. Aujourd'hui dans la petite vadrouille, on ne se retrouve pas devant un lieu super beau, pas devant un lieu très attirant, mais devant la station Total du quai d'Issy. Le 1er octobre, nous avons appris le passage du 50 km/h sur le périphérique de Paris, mais nous avons aussi appris que 4 stations essence de Paris se voyaient interdire la vente du diesel. Cette décision a été en effet prise en juin dernier par les élus du Conseil de Paris. Donc la majorité d'Anne Hidalgo a décidé de modifier la concession des stations essence et d'interdire à 4 stations essence de vendre du diesel.
2 stations sont donc situées à la porte d'Aubervilliers, une autre au quai d'Issy-les-Moulineaux et une autre à la porte d'Orléans. Mais dis-moi, Jade, quelle a été la réaction de l'enseigne qui a été touchée par cette mesure? Total Energy regrette forcément cette décision et ils pensent même que l'interdiction de vendre du diesel dans leurs 4 stations-service vont créer un report dans d'autres stations-service qui, elles, ne sont pas préparées pour autant de voitures qui arrivent pour du diesel. Il y a un problème de dimension à ce niveau-là. Jade, le nombre de diesel en France, c'est important encore quand même. Que vont faire les automobilistes? Forcément oui, Pierre, cette décision elle a été prise pour réduire la pollution à Paris et pour éviter que des voitures diesel roulent dans Paris. Mais il y a quand même 50% des voitures qui roulent au diesel en France, donc ça représente quand même une grande partie de la population. Ça risque de poser souci si toutes les stations-service sont interdites de vendre du diesel, effectivement. Merci Jade, allez tu reviens vite, on a besoin de toi, j'ai envie de te retrouver quand même dans quelques instants. Mais pour l'heure, on passe à la suite et on passe avec Louane, devine ce qu'elle fait, elle s'amuse, elle démonte ma caisse. Alors cette semaine, te revoilà, t'as encore démonté ma bagnole, qu'est-ce que t'as choisi comme pièce dedans? Bah, Pierre, Aurélie, dites-moi, c'est quoi ça? Je pense que tu dois me prendre vraiment pour un imbécile. Je suis pas très douée en mécanique, mais ça j'ai reconnu quand même. Voilà, un essuie-glace à l'unisson. Bon, c'est tout ce que tu voulais nous dire, l'essuie-glace? Mais est-ce que tu sais tout sur les essuie-glaces? Oui, ça va de la gauche vers la droite et ça enlève la pluie, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'en termes d'efficacité, mon discours est plutôt pas mal. Ok, idéalement, je les change tous les combien de temps? Et Oui. comment je les protège? Oui. Voilà, Pierre. Alors vas-y, on t'écoute. Alors, idéalement, il faut savoir que les balais d'essuie-glace, il faut les changer une fois par an. Mais ça dépend de la fréquence d'utilisation et de ton entretien. Ouais, parce que alors moi, honnêtement, mes essuie-glaces, je te le dis d'office, ils font pas un an. Faut les entretenir, Pierre, parce que le sel, la glace, le sable, ça abîme les lames du caoutchouc. C'est-à-dire, le sel, tu crois sincèrement que je verse la salière sur ma voiture chaque matin, ou alors que je rajoute un petit peu de sable? Attends, je pense que t'as pas compris, hein. Le sel qui est sur les routes quand elles sont gelées, ou le sable quand tu vas à la plage. Ah oui, alors ça, là, oui, ok, là ça me parle, la plage, ça me parle. Mais il faut savoir que l'État nous recommande de vérifier leur état, de les nettoyer avec un chiffon propre, et de faire attention à tout ce qui pourrait se glisser en dessous. Tu fais ça, toi? J'avoue que j'ai un peu de choses à faire. Moi, j'ai des vrais conseils. J'ai des solutions un peu plus sympas. Ah, vas-y. Pierre, samedi soir, quand t'as fini ta bouteille, ton bouchon de liège, t'en fais quoi? Je le jette. Eh ben non, tu le gardes et tu le glisses sous tes essuie-glaces quand il gèle. Et ça va les protéger de la glace, du froid et du gel. Attends, ça c'est pas idiot ça. Alors déjà, il va falloir 3 bouteilles quand même, hein. Il y a 3 essuie-glaces sur la voiture. Donc si vous voulez passer à la maison, on peut s'arranger. Mais c'est pas idiot. C'est-à-dire que quand il gèle, on va lever légèrement l'essuie-glace, mettre le bouchon en liège derrière. Et donc, il sera plus en contact avec la vitre. C'est ça, ça va le surélever légèrement. Ouais, parce que moi, je te dis, dès que ça gèle, je sais pas pour toi, mon réflexe, je dois pas être tout seul, enfin j'espère, mon réflexe, je rentre dans la voiture, elle est gelée, je mets le contact, derrière, j'envoie l'air chaud, et puis c'est parti pour un petit peu de lave-glace, et puis alors une fois que j'ai passé le lave-glace, devinez ce que je fais? Et bien évidemment, j'envoie l'essuie-glace, comme ça, j'arrache un peu la glace, et c'est vrai, je le sais, je les abîme. Et ben en parlant de liquide lave-glace, si vous n'avez pas le temps le matin, mettez de l'alcool à 90 à la place de votre lave-glace, et là tu verras, ça dégèle très rapidement. Tu veux que je rajoute de l'alcool à 90 dans mon réservoir? Tu remplaces. Oui, enfin l'alcool à 90 ou voilà, un alcool pharmacie un peu plus poussé. Est-ce que tu sais, tiens, moi qui vais te le dire, que dans les liquides lave-glace, c'est pas la même composition pour les lave-glace hiver et été? Oui. Voilà, tu savais? Parce qu'à l'intérieur, il y en a un qui contient une petite dose d'alcool et qui va permettre justement qu'il ne soit pas gelé. Alors, je retiens bien ton petit bouchon. Tu as un autre conseil à nous donner sur l'essuie-glace? Si jamais, j'ai un autre conseil un Allez. peu plus rigolo, tu peux protéger tes balais d'essuie-glace en les mettant dans des chaussettes. C'est mignon, ça fait une jolie petite voiture. Débat. À la limite, débat. Mais mes chaussettes, je sais pas si t'as remarqué, mais moi je vais couvrir juste le bout de l'essuie-glace. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça, pareil, ça leur permet d'être protégés du froid, de tout ce qui pourrait être amené sur tes essuie-glaces et de protéger les lames en caoutchouc. Eh ben, je retiens, et j'espère que vous retenez le petit conseil de Louane, qui est plutôt pas mal. Le petit bouchon de liège sous l'essuie-glace, franchement, ça c'est pas mal, et je vais le faire. Parce qu'au final, ça coûte rien, ça va vite et ça nous permet de ne pas avoir les essuie-glaces collés. Super idée, je prends le bouchon. Bon, tu nous amènes la bouteille? Allez.
Allez, on passe à la suite. C'est En roue libre, c'est votre émission. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la faire connaître. On a besoin de vous pour faire connaître l'émission. Partagez, abonnez-vous. On a besoin de vous pour faire vivre un maximum ce programme. Tout de suite, après la bonne idée du bouchon de liège, on passe à la mauvaise idée de l'entretien de la voiture. J'ai nommé le seul, l'unique, l'énormissime Gabin. Pour qu'on puisse la référencer chez Autodistribution. Est-ce que tu peux prendre le sujet? J'ai besoin d'apporter une réponse. Oh, oui. Je suis encore désolé de vous déranger, mais j'ai vraiment besoin de te parler, Gilles. J'ai encore une galère là. C'est pénible, tu vois bien qu'on est occupé. Ouais, mais Sonia, s'il te plaît, 2 secondes. Bon, allez. Enfin, tu te rends pas compte Allez, vas-y. Qu'est-ce qui t'est encore arrivé? C'est de galère en galère. Ah ouais. Moi j'en peux plus à te donner des conseils, je vais bientôt te les faire payer. Non, s'il te plaît, Gilles. J'ai pas d'argent déjà, avec mes problèmes de voiture, c'est un. Je t'explique. Mon voyant qui s'allume, voyant de liquide refroidissement. Oula. Mais ça t'est arrivé quand tu roulais? J'étais en train de rouler, c'était tout à l'heure avant que je t'appelle et que je vienne. Ouais. Et là, boum, ça s'allume, Et là, tu t'es arrêté, ton moteur tourne plus. Ah, là, je suis arrêté sur le parking, c'est bon. Ah, c'est bien, t'as raison. Surtout, tu ne redémarres plus. Ok. Il est probable que ton niveau de liquide de refroidissement est trop bas. Ah. Alors, on a la solution pour faire la pointe. Mais là encore, comme le niveau d'huile, tu dois respecter la préconisation qui est faite par ton constructeur. Parce qu'il y a liquide de refroidissement et liquide de refroidissement. Donc il y a des liquides de refroidissement pour automobiles Peugeot par exemple, il y a des liquides de refroidissement pour les automobiles Volkswagen, il y a des liquides de refroidissement pour les Citroën, pour Renault. À chaque constructeur, son liquide de refroidissement. Okay. Donc tu dois respecter ce qui est indiqué dans ton carnet d'entretien. Très bien. C'est la première chose qu'on va regarder. On va voir quel liquide de refroidissement on te préconise. Alors tu en as des jaunes qui sont universels, que nous fabriquons, tu en as des roses, tu en as des bleus, tu en as des verts. Et donc tu as différentes générations parce que ça évolue. Donc maintenant qu'on va regarder dans ton carnet de quoi il s'agit, le tien c'est l'universel. Tu as de la chance, c'est celui qui est le plus diffusé. Ah, ça va. Donc là, on va attendre que ton moteur refroidisse. Surtout, tu ne bouges rien avant que ton moteur ne soit refroidi. Okay. On va donc ouvrir ton capot moteur. On va regarder où est le réservoir dans lequel tu vas faire la pointe. Et puis, on va rajouter le liquide qu'il te faut pour ton véhicule approprié. C'est l'universel, c'est du jaune. Donc là aussi, idéalement, dans ton coffre, tu devrais avoir un bidon d'1 litre ou de 5 litres au cas où tu en consommes régulièrement. Okay. Est-ce que tu en consommes régulièrement? Est-ce que ça t'est arrivé plusieurs fois? Non, c'est la première fois. Parce que si ça t'arrive régulièrement, ça veut dire que tu as des fuites ou des micro-fuites. Ah. Et si tu as des micro-fuites, il va falloir qu'on traite le problème. À ce moment-là, tu vas utiliser le stop fuite radiateur Bardal pour éviter ta surconsommation et ta remise à niveau régulière. Okay. Et là, c'est un produit qui se met dans le liquide de refroidissement et qui bouche donc toutes les micro-fuites sur ton bloc moteur. Donc tu n'as pas besoin de le démonter, tu n'as pas besoin de réparer. Tu mets le produit dans le liquide de refroidissement avec le liquide de refroidissement et le produit fait son effet tout seul. Donc tu auras solutionné la cause et la panne d'aujourd'hui. Et là, maintenant que mon moteur il est froid, je pense qu'on peut aller tester ou pas? Alors maintenant, on peut aller le faire. On va traiter les deux problèmes. Un stop fuite et la mise à niveau de ton liquide de refroidissement. Ça marche. Bon, on y va. Ouais. Donc tu as dévissé ton bouchon. Ok. Tu l'as fait quand ton moteur était froid. On est bien d'accord. C'est très important. Ouais, okay. Et ensuite, tu vas rajouter le produit dans le réservoir, tout simplement. Jusqu'à ce que tu respectes le niveau pour faire ton appoint. Tu comprends? Ok, très bien, je comprends. Voilà. Okay. Une fois que tu as fait ça, tu remets bien sûr ton bouchon que tu vises bien fort. C'est important. Et tu as réglé ton problème. Et je peux fermer le capot? De niveau. Alors tu régleras, tu fermeras le capot une fois que tu auras terminé. Voilà. Bon alors, tac. Hop. Boum. Et c'est bon. Et c'est bon. Ok, merci Gilles. Tu me sauves la vie encore. Hein. Ciao, je t'en prie. Allez, à bientôt. Salut Gilles. Salut. Bon, mon gamin, je pense qu'ils vont commencer à en avoir un peu marre de devoir débouler chez Bardal. Je sais plus comment c'est, Pierre. Ils en ont, mais vraiment marre au bout de 5 émissions, 5e fois qu'ils me voient. Allez, on en profite pour passer un petit coucou à Sonia, à Gilles, chez Bardal, évidemment, tu joues le jeu. On se doute que Gabin, quand même, non, il collectionne pas à ce niveau-là les galères. Quoique, si vous le connaissiez un petit peu, je vous garantis que c'est un poème. Tout de suite, on passe à la suite. Et tiens,
Te voilà. Je suis revenue. T'en voilà, revenu de tes péripéties. C'était sympa la station-service? Non, bof bof, hein. Ouais, bof bof. Et puis voir qu'il n'y a plus de diesel, moi ça C'est- me rend triste, j'ai une voiture au diesel. Ah, mais toi, de toute façon, maintenant, tu sais ce que tu vas devenir? Un piéton. Allez, on passe à la suite et on retrouve Jade qui va partir rencontrer Olivier Moustakakis. Cette semaine, tu t'es intéressé au bonus-malus pour les automobilistes. Qu'est-ce que c'est finalement ce système du bonus-malus? Bonjour Olivier. Bonjour Jade. J'entends souvent parler du bonus-malus, mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est un système de notation, pour simplifier, qui a été mis en place par les assureurs et qui va te suivre tout au long de ta vie d'assuré pour les véhicules automobiles. Donc c'est un système de notation en fonction de ta sinistralité, c'est-à-dire s'il y a des sinistres responsables, etc. Donc c'est un coefficient qu'on appelle le CRM ou le coefficient de bonus-malus. On démarre tous à un coefficient à 1 et en fonction des sinistres que tu vas avoir, ça va entraîner soit des majorations de ta prime, donc tu vas payer plus cher ton assurance auto, ou au contraire tu vas la payer moins cher. Donc on démarre à 1, le minimum que tu puisses avoir, c'est-à-dire la meilleure notation c'est 0,50, un bonus 50%, ce qui est le mieux, d'accord? Mais ça tu vas l'obtenir à partir de 13 années d'assurance sans accident responsable, d'accord? Et dans le mauvais cas, du mauvais côté on va dire de la barrière, ça peut aller jusqu'à un malus de 3,5%, 3,50, d'accord? Où là ta prime sera majorée de 350%. Et comment on peut connaître son CRM? Alors c'est très simple, l'assureur chaque année dans le relevé qu'il t'envoie indique ton coefficient, d'accord? Où tu peux en faire la demande à tout moment si tu en as besoin. Ok, et si jamais par exemple on perd des points sur le permis, est-ce que ça impacte le bonus-malus? Alors non, c'est en cas de sinistre, ce qui va déterminer l'évolution de ton bonus, soit vers le positif, donc vers 0,50, soit au contraire du côté malus, c'est la nature des sinistres que tu vas avoir. Si tu as des sinistres qui sont responsables, là ça va impacter ton bonus. Et donc si on a un malus, est-ce que l'assurance sera plus difficile à trouver? Alors bien évidemment, plus on a de sinistres et plus on a un malus, déjà ça va coûter plus cher. Et il y a certains assureurs qui ne vont pas proposer d'assurance en fonction du malus et de la nature du sinistre aussi qui est intervenu, puisqu'il y a un fichier en fait avec l'ensemble des sinistres que tu as eu, qui est à la disposition des assureurs. Donc ils savent en fait quelle est la situation quand tu vas assurer ton véhicule, quand tu déclares un véhicule que tu vas assurer. Ils vont vérifier justement quel est ton coefficient. D'accord? Et en fonction de ça, ils vont te proposer un tarif, voire pas te proposer de tarif si tu as un malus trop important. En revanche, il y a des solutions alternatives, puisqu'il y a des gens qui se sont spécialisés justement pour assurer les personnes avec des très forts malus. Ce sont souvent des courtiers spécialisés, donc tu peux soit te retourner vers eux, et soit si tu n'arrives pas à trouver, il y a une solution ultime qui est de saisir le bureau central de tarification, parce que comme l'assurance automobile est obligatoire pour la responsabilité civile, pour le minimum légal, c'est-à-dire la garantie au tiers, ce bureau-là va imposer à un assureur de t'assurer en responsabilité civile. Après, l'assureur peut refuser de te proposer d'autres options, donc il peut refuser de te proposer la tout risque par exemple, mais il sera obligé de te couvrir en assurance responsabilité civile. Et quand on a un malus, comment on fait pour repasser par exemple un bonus? Alors, on ne repasse pas un bonus, on ne repasse pas un examen, d'accord? C'est en fonction, année après année, si tu ne déclares pas de sinistre, forcément, tu vas passer année après année, tu vas augmenter ton bonus. Ok, et bah super, merci Olivier encore, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau petit bonus assuré. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Jade, ce que je retiens, c'est qu'on démarre à 1 et ensuite on peut espérer jusqu'à combien de bonus? Jusqu'à 0,5, c'est le mieux à avoir au final. C'est-à-dire 50% en fait. De réduction sur le prix de l'assurance. Bon, alors vous savez ce qu'il nous reste à faire, pas avoir d'accident, pas avoir d'accrochage, bien réfléchir en termes d'accrochage, si on doit le déclarer, pas le déclarer. Bref, tous les bons conseils, ils sont distillés par Jade et Olivier Moustakakis d'Assurland, c'est toutes les semaines. Allez, on passe à la suite, maintenant on arrive au moment que vous attendez tous, et moi pas trop. C'est le moment de l'instant déjanté avec Mister Gabin. Mon Pierre, je te rassure, cette semaine, t'es pas dedans. Ouf, tout va bien. Je pouvais pas non plus mettre, je passe un petit message à Laurence, tu n'es pas là avec nous, donc on peut pas se moquer de toi. Mais bon, on va quand même se moquer de moi et de Louane, qu'on n'a pas vu souvent dans ce déjanté. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé des dents de dragon. C'était un nom qui était assez compliqué à dire, on l'a vu. Et je me suis quand même trompé pas mal de fois sur ce nom-là, regardez.
D'ailleurs, ces dents de requin, elles sont très semblables à ce qu'on voit sur les dodanes, c'est vrai. comme ça. Surtout que c'est les dents du dragon. J'ai pas osé trop prendre. Voilà, donc j'ai quand même essayé de me reprendre à plusieurs reprises. Et c'était quand même très compliqué, j'étais tout rouge et enfourré. Hein. Oui, et surtout que ces dents de... et surtout que ces dents de dragon... Oui, surtout que ces dents de dragon... Quand ça part comme ça, c'est fini. Ah ouais, c'est mort. Il est trop nul ce nom de marquage. C'est à cause du nom de marquage. On a vu Louane, bon, elle fait semblant dans la plupart des prises qu'elle fait pour surprendre ta compagnie, mais elle a quand même pas mal calé. Hein. Bah, il n'y a plus de voiture. Bon, il n'y a plus de voiture, évidemment, c'est de la faute de la voiture. Hein. Et elle fait pas mal de scènes, mais elle en fait des bourdes hein, quand même, regardez. On roule en contresens, tout va Ah, parfait, on est garé sur une place handicapée. Ouais, sur une place handicapée. Top, sur toi, tu tournes, tu gardes tout. Hein. Parce qu'elle a ses best-of. On ne la félicite pas. Elle a quand même essayé de se rassurer à la fin. Allez, merci Johan, c'était mon déjanté, on se retrouve la semaine prochaine. C'est énorme, la tête de Johan. Alors moi j'étais caché dans la voiture, hein. Vous m'avez peut-être vu à un moment donné, je vous cache pas que les tournages avec Louane et Johan, c'est des moments qui ne s'oublient pas. Alors Louane, promis, elle n'a pas eu son permis dans une pochette surprise. L'instant déjanté, vous le retrouvez toutes les semaines. Et je peux vous dire qu'on va continuer à vous faire plaisir, continuer à s'amuser un petit peu ensemble. Et si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à la partager, faire en sorte qu'elle soit le plus écoutée possible. Vous savez ce qu'on essaie de faire, vous donner une info juste, une info véritable. Ne pas vous inonder d'actualités qui sont fausses, car toute l'actualité de votre vie d'automobiliste, c'est ici et avec nous. Bonne semaine à tous, on se retrouve dimanche prochain avec Laurence à la baguette.